la première chose que je voulais dire justement sur le processus de discussion, et c'est et souligner la valeur de ce colloque. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, on est dans une situation assez incroyable. On discute depuis ce matin, depuis le début de l'après-midi, de choses dont on voit bien l'énorme champ de discussion qu'il ouvre sur la réinvention de la démocratie. Or, nous nous dirigeons vers une révision constitutionnelle sans aucun débat public dans le pays. Parce que cette initiative, c'est la première initiative publique ouverte sur cette question, alors que la révision constitutionnelle a été mise à l'ordre du jour par le président de la République lors de son discours au Congrès, et qu'il y a des commissions en cercle fermé qui ont été organisées par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc la première chose que je voudrais dire sur ça, c'est que pour moi, le sens de ce colloque, au-delà de toutes les idées qu'on aura échangées aujourd'hui, ce doit être un signal politique pour mettre fin à la politique du secret qui est en train de s'organiser sur la révision constitutionnelle. Cette affaire ne peut pas être, c'est ce qu'on dit à propos de la démocratie en général, mais commençons par l'appliquer à l'objet dont il est question et qui a motivé ce colloque. On ne peut pas laisser le pays se diriger vers une révision constitutionnelle discutée, parce que c'est de cela dont il s'agit pour le moment, par quelques dizaines de personnes. Et qui aboutira, si on laisse faire les choses, au cœur de l'été, parce que c'est comme ça que ça va se passer, sur un projet à peu près bouclé et sur lequel on demandera éventuellement à quelques-uns en plus de discourir et à quelques parlementaires d'amender, et probablement d'amender à la marge pas grand-chose, puisque tout est fait aujourd'hui pour qu'un consensus parlementaire largement majoritaire se fasse autour de cette révision constitutionnelle entre la droite et En Marche et le président de la République, sans aucun débat public. Donc la première vertu de ce colloque, pour moi, c'est une alerte démocratique qui devrait nous conduire à tous considérer que cette question ne peut pas rester en l'état, ne peut pas rester en circuit fermé, et que donc tout ce que nous disons sur la nécessité de la réinvention démocratique, nous devrions commencer par tenter de l'appliquer tous ensemble à cet objet, ne pas les laisser réviser une chose aussi importante que la Constitution dans les conditions où les choses se préparent. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, à partir de là, moi, je pense qu'il y a... J'ajoute une autre remarque avant de faire trois séries de propositions, trois chantiers aussi, comme disait Bastien François. L'autre remarque, c'est que j'entends tout ce qui est dit, et je le partage en plus, sur le champ important qu'il faut traiter. Et d'une certaine manière, les propos qui relativisent la question institutionnelle ou constitutionnelle dans l'ensemble du champ démocratique qui a refondé. J'alerte quand même en disant que ça n'est pas une raison pour banaliser la question constitutionnelle au moment où le pouvoir tel qu'il est organisé est en train de vouloir y toucher assez profondément. Et j'insiste sur ça parce que, et je le prends aussi parfois un peu pour nous-mêmes, enfin pour mon parti, est-ce qu'un des problèmes, c'est que nous ne nous occupons pas assez de ces questions-là. Nous n'en faisons pas assez des grandes questions politiques. Si on parce que la présidentialisation de la vie politique, c'est le premier chantier dont je vais parler, parce que je pense que ça commence par là, par déprésidentialiser la vie politique telle qu'elle est organisée, a des effets très structurants, très très structurants sur la manière dont tout le monde vit la politique, s'investit en politique ou pas, ou ne s'y investit plus du tout pour délaisser des pans entiers de celle-ci. Quand il y avait 15% de gens qui votaient aux élections législatives, qui s'abstenaient aux élections législatives en 1978 et qu'il y en a aujourd'hui plus de 50%, c'est que quelque part, on a quand même changé de régime. Et dans des institutions qui se ressemblent. Donc ça a des conséquences très lourdes et on ne peut pas les laisser s'avancer plus avant dans une direction de confiscation sans penser que ça va avoir de nouveaux effets structurants. Donc je pense qu'il faut décidément s'emparer de ces questions et s'y investir. Donc moi, trois choses.
et qui n'épuise pas du tout, parce que comme on a peu de temps, moi je veux juste à ma manière souligner 3 idées, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites dans la journée et qui mériteraient du développement et des débats. Je pense que nous devons porter des actes de rupture avec la présidentialisation. La présidentialisation qui est en fait une confiscation extrême des pouvoirs. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, pour prendre le Parlement, le niveau d'amendement du Parlement sur les textes qui nous parviennent est extrêmement faible. C'est-à-dire que ce que décide le président de la République et le cercle gouvernemental qui l'entoure, dans 90%, devient en l'état la loi. Et le Parlement existe, travaille, essaye de bouger des choses, plus ou moins pas. Mais donc, on est dans un système de confiscation et de concentration, mais incroyable, et qui est un anachronisme dans les sociétés qui sont les nôtres, avec le niveau d'éducation qui existe dans nos sociétés, et tout ça. Et tout ça au profit de la technocratie, parce qu'on nous pompe de l'air, excusez-moi l'expression, avec le coût du Parlement, mais personne ne parle de l'immense inflation de l'appareil d'État qui est autour de la présidence de la République, qui double tous les ministères, qui crée des commissions en veux-tu en voilà, qui confie des missions, etc. Il y a des centaines et des milliers de gens qui ne travaillent que pour le président de la République et dont personne ne parle en nous expliquant, et d'ailleurs beaucoup de citoyens le répètent, que le Parlement, ça coûte très cher. Donc, cette confiscation, cette concentration extrême du pouvoir, elle est rendue aujourd'hui en grande partie invisible à la majorité des citoyens. Et pourtant, elle est profondément antidémocratique et elle nous fait courir des risques démocratiques. Et au-delà des risques sociaux, des risques humains, des risques sanitaires, etc. Parce qu'il faudra nous expliquer comment un homme, même entouré de toute une série de cercles technocratiques, mais privé de l'expertise citoyenne extrêmement féconde dans la société d'aujourd'hui, peut être plus intelligent que tout le monde pour résoudre des problèmes qui, effectivement, doivent consister aujourd'hui à inventer une nouvelle société. Parce que je partage ce qui a été dit tout à l'heure, c'est bien la question posée au XXIe siècle, en France, en Europe et dans le monde. Donc c'est une aberration de fonctionner comme ça. Et ce système, qui d'ailleurs se développe dans le monde, parce qu'il y a malheureusement les régimes qui ont de l'importance dans le monde en termes de moyens, fonctionnent avec des dimensions autoritaires croissantes, hein, pas seulement la France. Donc ce risque démocratique est un risque qui n'est pas seulement national en ce moment, mais qui est européen et mondial. Et ce n'est pas les États-Unis ou Poutine ou Erdogan qui vont nous rassurer en la matière. C'est quand même le monde dans lequel on se dirige. Donc moi, je pense qu'il faut poser des actes de combat contre la présidentialisation de la vie politique. Il y a des choses concrètes, mettre fin au 49-3, ne pas laisser banaliser le recours aux ordonnances, qui est un contournement supplémentaire du Parlement, et effectivement porter des propositions, comme certaines ont été évoquées aujourd'hui, de retour du pouvoir dans les mains du régime parlementaire. Effectivement, la présidence du Conseil des ministres par le Premier ministre, pas par le président de la République. Et d'autres choses qui ne sont pas que des questions, symboliques, et beaucoup d'autres qui doivent organiser le retour véritable à un régime parlementaire, le découplement des élections législatives et présidentielles, soit pour aller, c'est une des propositions qu'on avait avancées à un moment donné, vers un septennat non renouvelable pour le président de la République, soit en continuant à reposer la question de la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel. J'ai entendu ce qui a été dit aujourd'hui sur le fait qu'il fallait relativiser cette question. Il n'en reste pas moins qu'elle a quand même durablement imprimé cette primauté de la présidence et qu'elle doit être combattue d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, je pense qu'il faut repenser complètement, et là beaucoup de choses ont été dites là-dessus, je pense à la fois la démocratisation des assemblées représentatives,
et la modification de la composition de ces assemblées, et repenser profondément les mécanismes de construction politique, en donnant une place tout autre aux citoyens dans ces processus, dans des constructions nouvelles. Donc à la fois des propositions qui portent sur le changement de l'Assemblée nationale, de sa composition, de son élection à la proportionnelle, des conditions dans lesquelles on peut ou non exercer un mandat, parce que Macron, qui a beaucoup fait de discours sur le nouveau monde à peu près de l'Assemblée nationale, la proposition qu'il met aujourd'hui sur la table de réduction du nombre parlementaire pour donner soi-disant plus d'assistants à chacun des parlementaires, c'est la professionnalisation extrême de la vie politique. Alors qu'il faut aller à l'inverse, vers une diffusion de l'exercice du pouvoir partagé dans la société. Et moi, je crois qu'il faut combattre l'idée de la réduction du nombre de parlementaires, qui n'est pas seulement l'idée de la réduction du nombre de parlementaires, qui est l'idée de la réduction du nombre d'élus et de représentants dans toute la société. Parce que je fais remarquer à ce propos, et il faut sortir le débat de la question des parlementaires, qu'on va dans la même année, si on laisse faire, ou dans les quelques années à venir, supprimer un tiers des parlementaires, si on laisse faire le projet, supprimer des dizaines de milliers d'élus locaux avec la restructuration territoriale, et tous ceux qu'on va supprimer, soit dit entre nous, sont des élus qui ne touchent aucune indemnité, donc ça n'est pas une question de « ils touchent trop, ils ont trop d'argent, etc. » Et au même moment, on est en train de supprimer, en application des ordonnances, des dizaines de milliers, voire plus, de représentants syndicaux dans les entreprises. Donc quand on met bout à bout tout ça, c'est une attaque frontale sur le maillage démocratique du pays, sur le maillage démocratique profond, et je pense qu'il faut combattre cette idée-là. Et moi, je serais pour ne pas accepter l'idée, comme une évidence, quels que soient les sondages qui sont publiés sur ça, que les Français sont pour la réduction du nombre de parlementaires. Les Français n'ont pas débattu de cette question. Ils n'ont pas débattu. Oui, il y a un courant populiste, oui, il y a des idées pour ça, etc. Moi, je suis pour aller au débat sur ces questions avec les gens. Si on a un parlementaire pour plus de 100 000 habitants, ce qui sera le cas si on réduit d'un tiers, et même beaucoup plus que ça, nous serons le seul pays européen à dépasser le seuil des 100 000. Même aujourd'hui, avec un parlementaire pour 72 000 habitants, nous sommes un des pays les plus hauts d'Europe en termes de nombre de parlementaires par habitant. Donc nous sommes dans un système qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas un système d'inflation législative. Nous avons au contraire un maillage démocratique grâce aux communes relativement important, et c'est l'ensemble de cet édifice qui est attaqué. Et l'affaire du nombre de parlementaires n'est qu'un aspect de ça. Donc je pense qu'il faut se battre sur cette question, et en même temps, effectivement, repenser très profondément, et il y a beaucoup de propositions qui ont été dites aujourd'hui et que je ne redéveloppe pas, tout ce qui concerne l'initiative citoyenne et en vérité les mécanismes de production et de coélaboration citoyenne des lois entre les élus, les représentants, les acteurs sociaux, etc. Et troisième chose, et je ferai plus court, c'est qu'il y a un nouveau pilier, effectivement, qu'il faut ouvrir. Et là, on en est au point zéro, on en est c'est pas la démocratie, on est dans un régime de droit divin, c'est le champ de la démocratie économique et sociale. Non seulement on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante du point de vue des pouvoirs des salariés dans les choix, et du point de vue du pouvoir des citoyens, des consommateurs, sur tous les grands sujets qui font la vie de la société, mais toutes les attaques qui sont portées actuellement vont réduire ça. Je l'ai dit sur les droits syndicaux, on le voit sur les services publics, qui vont conduire à une situation de retrait massif de la possibilité d'intervention des citoyens sur la création de la politique dans la société, et ça dans beaucoup de domaines, et on est dans beaucoup de cas que nous ne dénonçons pas assez fort, nous essayons de le faire,
dans des situations aberrantes. L'affaire de Lactalis est quand même incroyable. Nous sommes dans une situation de quasi-monopole d'un groupe avec un mec qui est une des plus grandes fortunes françaises et qui l'a fait sur le lait, qui refuse même d'aller à Bercy. Je veux dire, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dit comme si c'était une évidence, je n'ai pas pu le rencontrer pendant 5 ans. C'est-à-dire ce gars qui domine d'une certaine manière, qui dispose d'un pouvoir considérable, qui fait régner la terreur dans son entreprise où il est extrêmement difficile de se syndiquer et qui a un pouvoir considérable sur un aliment essentiel dans la vie du quotidien. Je veux dire, on est où ? Elle est où la démocratie quand on est face à une question comme celle-là ? Donc je pense que c'est sur l'ensemble sur ces questions en particulier que moi je voulais attirer l'attention.